Bonjour et bienvenue à cette webconférence. Donc, je suis Mathilde Delande, experte cire, et aujourd'hui, avec ma collègue Margot Sabat, qui est ingénieure de développement, je vous propose de vous intéresser aux robes des équidés. Alors, de quelle robe, me direz-vous? Peut-être que vous êtes déjà demandé pourquoi la robe indiquée sur le livret de votre cheval peut être différente de celle donnée par des résultats de tests génétiques. Eh bien, il faut savoir qu'entre les évolutions de la robe d'un poulain qui est devenu adulte ou les avancées de la génétique des robes de ces dernières années, cette différence peut s'expliquer. À travers cette webconférence, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de la nomenclature des robes phénotypiques utilisées pour l'identification des équidés, les raisons de son utilisation et puis les différences existantes avec leur détermination génétique. Donc, vaste programme. Si on regarde un peu le sommaire, dans un premier temps, on verra que déterminer la robe d'un cheval, ce n'est pas si simple. Puis nous passerons à la nomenclature des robes qui est utilisée par l'IFCE dans les documents administratifs. Et ensuite, Margot nous parlera du fait d'essayer de faire coïncider justement cette génétique et la nomenclature des robes que nous utilisons. Donc la robe d'un cheval, donc la couleur qui est indiquée sur ces papiers, c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on dit déjà quand on parle d'une robe d'un cheval? En fait, communément parlant, on parle de robe pour décrire la couleur et aider à reconnaître un équidé. Donc, c'est pour ça qu'on a une dénomination des robes qui est liée à leur apparence visuelle. On la définit par la couleur des poils et les crins qui la composent. Donc, historiquement, on était uniquement sur des critères visuels. Sauf que depuis une cinquantaine d'années, la génétique s'est invitée et on peut expliquer de plus en plus scientifiquement les raisons de la coloration de la robe d'un cheval. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des écarts. On peut parler en fait de deux types de robes dans les robes existantes. On a la robe génotypique, donc c'est celle qui est déterminée par la combinaison des gènes qui composent un individu et qui sont présents dans son ADN. Et parmi ces gènes, on peut avoir des gènes de coloration, des gènes de dilution, d'autres gènes spécifiques qui ont en plus des applications variées puisque certains gènes sont dominants et d'autres sont récessifs. La robe phénotypique, celle-ci, c'est celle qu'on peut déterminer suite à des critères visuels. C'est ce qu'on voit en fait. Donc c'est la couleur des poils, des crins, de la peau et des yeux. Et c'est la combinaison de ces 4 critères qui va permettre de déterminer une robe, la robe d'identification, celle qui va être notée sur les documents du cheval ou de l'âne, puisque la nomenclature des robes, ça fonctionne aussi pour les ânes. Quelle est-elle, cette nomenclature IFCE? En fait, l'objectif principal de cette détermination de robe, c'était de mettre un nom sur ce qui était constaté, donc ce qui est visuel. Il faut savoir que le système d'identification relatif aux équidés, donc le CIR, il va fonctionner sur une base unique avec des services mutualisés pour faciliter les démarches des utilisateurs. Donc, globalement, tout le monde est censé avoir le même système. Ce qui est difficile puisque selon les individus et les races, il y a énormément de diversité génétique et de plus en plus sur les chevaux de couleur. En fait, l'étape de signalement, celle où on va relever la robe du cheval, elle doit être à peu près identique pour tous les équidés, quelle que soit leur race, leur type ou leur utilisation. Donc, pour bien identifier un équidé, il faut qu'on soit capable de le décrire et de décrire l'ensemble de ses caractéristiques physiques, dont la couleur de sa robe. C'est pourquoi en fait, cette nomenclature qui est utilisée, il fallait qu'elle soit accessible à la fois pour les identificateurs, donc les personnes qui vont venir identifier les équidés, mais aussi pour l'utilisateur. Ça va être celui qui va vérifier éventuellement l'identité de l'équidé au cours de sa vie. Et la personne qui va vérifier l'identité de l'équidé, des fois, elle n'est pas spécialiste de la génétique des robes. En tout cas, elle a peu de connaissances pour identifier la robe d'un cheval. Bien sûr, depuis, on a pucé les chevaux et en fait, un lecteur de puce est encore plus efficace pour déterminer si un individu est le bon avec certitude. Néanmoins, cette base de robe peut toujours servir et on s'attache à garder ces critères visuels qui sont importants. Mais comme on est sur des critères visuels, il faut parfois faire abstraction de la réalité génétique. Et en fait, pour aider notamment des gens qui sont peu habitués à déterminer la robe d'un cheval, il y a une nomenclature qui a été mise en place avec une méthodologie qui va permettre de déterminer un peu plus facilement la robe d'un équidé.
Si on reprend l'historique, peut-être que les plus âgés d'entre nous se rappellent avoir passé leurs éperons, leurs galops avec le fameux Bambis galerpé. Hein. Donc c'était l'ancienne nomenclature des robes des équidés. Et en 99, comme on avait eu des évolutions sur les connaissances génétiques et qu'il y avait une multiplication des chevaux de couleur, une nouvelle nomenclature a été établie. C'est celle qui est toujours en fonctionnement à ce jour. Mais bon, 99, ça fait déjà 25 ans et on sait que les connaissances génétiques ont fortement évolué. Hein. Donc ça, c'est un fait. Certaines robes sont parfois mal décrites, enfin en tout cas pas faciles à placer dans la nomenclature actuelle. Alors, vous me poserez certainement la question de pourquoi on ne change pas cette nomenclature. En fait, c'est pas si simple que ça de changer une nomenclature. Ça a énormément d'impact. Ça nécessite de faire évoluer cette base de données qui est mutualisée pour toutes les races, les formulaires, etc. Donc, c'est un gros chantier. Et en fait, malgré tout, hein, on constate quand même que la majorité des équidés sont bien décrits par le système actuel, même si certains sortent un peu du lot. Donc, comme on dit, hein, c'est pas une science exacte, tout simplement parce que c'est pas une science, c'est pas une approche scientifique. On est là pour juste associer des critères et dire ce que l'on voit. Donc, la robe, c'est pas le seul élément qui va être relevé au moment du signalement. Le signalement, c'est un relevé objectif à un instant T. Donc, au moment du relevé, au moment où l'identificateur est présent devant le cheval. Ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, ça se fait pour la majorité des équidés lorsque l'individu est poulain. Donc, il va être jeune, des fois il est très poilu, il est parfois difficile de pouvoir déterminer son évolution. Et en fait, on constate que les signalements sont relevés de plus en plus tôt, puisque l'exclusion de la consommation, par exemple, nécessite d'éditer les documents dans les 12 mois suivant la naissance du poulain ou de l'ânon. Et du coup, plus on fait tôt, et plus des fois la détermination de la robe est difficile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la robe, c'est un des premiers éléments qui est accessible et vérifiable sur le terrain par tout le monde. Ça donne rapidement, en fait, une première orientation pour reconnaître un équidé et vérifier son identité. Comme je disais tout à l'heure, hein, avec le lecteur de puce, des fois, c'est aussi pratique. Donc, si on regarde cette méthodologie dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire 4 étapes pour pouvoir donner le nom de cette robe administrative, je dirais, la robe qui est marquée sur les papiers du cheval. La première étape, ça va être de déterminer la robe de base. Donc là, on va regarder les 4 critères déterminants, la couleur des poils, des crins, des yeux et de la peau. Donc en fait, on regarde l'équidé, on fait abstraction de tous les poils blancs dans sa robe et on regarde tous ces critères. Et ensuite, on va ajouter à cette robe de base des éléments complémentaires qui peuvent exister ou ne pas exister. Dans un premier temps, on regarde s'il y a des mélanges de poils, des poils blancs et des poils noirs. S'il y a des panachures, donc les panachures, ça va être les plages blanches sur le cheval. Ça peut être au niveau des balsanes ou carrément des plages plus importantes. Et les adjonctions qu'on pourrait rajouter. Donc en fait, la robe administrative, celle que vous allez avoir sur les papiers, ça va être la robe de base, plus les éventuels mélanges, les panachures et les adjonctions. Il faut savoir que seule la robe de base est obligatoire sur le document d'identification parce que les autres étapes ne vont pas forcément concerner tous les chevaux. Donc la robe, c'est vraiment un élément, la robe telle qu'elle est décrite sur ces papiers, c'est vraiment considéré comme un élément d'identité. Ça peut être d'ailleurs plus ou moins évolutif et c'est un critère simple et visuel de contrôle. En fait, l'objectif, c'est vraiment de décrire ce qui est constaté à un instant T. Et on ne peut pas présumer, il ne s'agit pas de se projeter sur l'évolution d'une robe, parce que c'est là où on risque aussi des erreurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, effectivement, il peut y avoir une différence à l'évolution et on se rend compte que finalement, la robe initiale qui était décrite n'est plus juste une fois que le cheval est adulte, ou en tout cas un peu plus âgé. Donc, dans ces cas-là, il est possible d'enregistrer une modification. Il faut simplement contacter un identificateur qui va constater le changement de couleur de la robe. Il va faire d'autres vérifications qui vont en même temps permettre de vérifier l'identité de l'équidé pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et ensuite, on va indiquer cette évolution sur le document d'identification du cheval.
Il suffira ensuite de renvoyer les informations qui sont mentionnées sur le livret par mail pour que celles-ci soient enregistrées dans la base CIR et donc qu'on mette éventuellement à jour cette nouvelle robe. Il faut savoir que pour certains chevaux, cette évolution, elle est même automatiquement enregistrée parce qu'il y a des étapes de validation, donc c'est principalement pour des chevaux de course, ou de certification d'identité pour des reproducteurs, et que dans ces cas-là, les possibles évolutions de robe vont être indiquées. Donc, si c'est pas le cas, en tout cas, le propriétaire ou le détenteur peut réaliser cette démarche pour mettre à jour la robe sur les papiers. Toutes ces informations, c'est simplement pour expliquer que cette robe visuelle, elle est vraiment là pour déterminer, en tout cas pour donner un indice sur l'identité d'un équidé, et on est parfois un petit peu loin de la génétique. Je vais maintenant laisser la parole à Margot qui va vous préciser un petit peu ces différences et vous expliquer pourquoi on en arrive là. Merci Mathilde. Donc effectivement, tout ça, c'est pas si simple. Essayer de faire coïncider la génétique avec la nomenclature des robes, je vous ai mis que c'était pas toujours simple et c'est même des fois, parfois compliqué. Mathilde vous a fait un peu d'historique, on va y revenir un peu. Donc on a en 99 cette fameuse, nomenclature qui a été mise, en place avec, des robes, déjà définies que je vous ai ici matérialisées par en fait, des petites formes, hein, donc le noir, le bai, l'alezan, le crème, le blanc, le gris et le chocolat. Voici les robes de base qu'on trouve, dans la nomenclature de 1999 qui est toujours celle utilisée en 2024. Sauf que depuis 1999, les choses ont évolué avec la découverte notamment des origines génétiques de certaines robes. Alors je ne dis pas que ces robes n'existaient pas avant, mais aujourd'hui on connaît leur origine génétique et on sait comment elles se transmettent, notamment avec le crème et le gris en 2001-2002 qui étaient déjà prévus dans notre nomenclature, donc qui ont déjà entre guillemets, des trous dans lesquels on peut les encastrer et depuis, le daim, le léopard, le silver, le champagne et cetera, on en découvre encore aujourd'hui, notamment avec, certaines allèles du dominant white. Cette nomenclature, elle a été mise en place avec certaines robes de base et vous le voyez, par exemple, ici, faire rentrer, le triangle du daim ou le triangle du champagne dans la grille qui existe déjà, c'est pas toujours simple, voire compliqué. Donc je vous ai pris 2 exemples qui sont les exemples, sur lesquels, en général, on a le plus de retours et donc on va essayer d'expliquer pourquoi malheureusement c'est comme ça et ça va pas forcément changer tout de suite, mais on est bien au courant qu'il peut y avoir, des disparités entre ce qui est écrit sur le carnet, donc la robe administrative comme l'a dit Mathilde et ce que vous pouvez avoir décrit par exemple dans des résultats de tests génétiques. Donc le premier exemple, qui fait, bondir certains, c'est le fameux noir pangaré, si je puis dire. D'un point de vue génétique, un animal noir, c'est un animal sur lequel il n'y a pas de production de phénomélanine et donc qui n'a pas d'aspect et de zone un peu rouge et plus clair avec une robe qui va être uniforme et totalement noire avec éventuellement possibilité d'avoir des balsanes ou des adjonctions de planches blanches. Mais on n'aura pas de variation de la couleur au sein du noir. Et dans la nomenclature des robes, sur le noir pangaré, on a des zones fauves, notamment au niveau des naseaux, dégrassées. Et donc, qui dit zone fauve dit production de phénomélanine et donc dit un cheval, en fait, génétiquement bébrun. Donc, on est bien au courant aujourd'hui qu'il y a un problème de compatibilité entre l'appellation noir pangaré et l'appellation bébrun, ce qui peut avoir des conséquences derrière, hein, parce qu'on sait que, par exemple, 2 noirs vont pouvoir produire un alezan, par exemple, ou des choses comme ça. On sait effectivement que la connaissance génétique qu'on a acquis aujourd'hui et qui n'était pas acquise dans le passé quand on a mis en place la nomenclature des robes permet de nous dire que l'appellation noir pangaré est erronée d'un point de vue génétique. Mais cette fameuse nomenclature dont vous a parlé Mathilde est une nomenclature qui doit être utilisable par tous et ça veut dire que le commun des mortels est capable de pouvoir reconnaître un cheval et pour le commun des mortels, il n'y a pas forcément de différence entre un noir et un noir pangaré, même si d'un point de vue génétique, ce n'est pas compatible. Donc on va essayer en fait de trouver la meilleure compatibilité, la meilleure correspondance
entre ce qui est possible dans la nomenclature et ce qui est possible d'un point de vue génétique. Second exemple que je vous ai pris, il s'agit du cas du champagne. Le champagne ne fait pas partie des robes de base de la nomenclature actuelle et pour cause, le champagne a été mis en évidence bien plus tard, après la mise en place de la nomenclature. Donc si on parle d'un cheval champagne, on a un cheval qui a une dilution des poils, donc de la crinière et des poils sur le reste du corps, avec une peau rose et mouchetée. Et la seule compatibilité, entre guillemets, qui y est permise dans la grille de nomenclature, c'est une appellation Isabelle ou Palomino, ce qui, je l'entends, n'est pas du tout la même chose d'un point de vue génétique et d'un point de vue phénotypique précis, on va dire, notamment parce que les Isabelles et les Palomino ont la peau sombre alors que les Champagnes ont plutôt la peau rose et mouchetée. Donc, dans la nomenclature des robes, le Champagne, quelle que soit la robe de base, est souvent identifié comme un Isabelle, un chocolat ou éventuellement Palomino café au lait, même si on est au courant que ce n'est pas vrai et qu'on essaye de trouver la meilleure correspondance. Donc ça, c'est des exemples qui sont précis, qu'on retrouve sur le terrain. On sait que derrière, commercialement parlant, ça peut avoir un impact parce que la commercialisation de semences d'un étalon champagne qui potentiellement peut être double dilué, ne va pas être la même que la commercialisation d'un étalon Isabelle ou Palomino qui, lui, sera simple dilué, donc qui ne transmettra sa dilution qu'à un poulain sur 2. Donc, on est au courant qu'il y a des incompatibilités. On essaie de trouver la meilleure correspondance possible, car si vous prenez un individu dans la rue et que vous lui demandez à quoi correspond un cheval champagne, je ne suis pas sûre qu'il sache vous répondre. Mathilde vous a parlé des personnes qui vérifient l'identité. Une personne qui vérifie l'identité d'un cheval, ça peut être y compris un gendarme ou un policier qui ne connaît strictement rien aux équidés, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc on essaye de faire faute de mieux et on essaye de trouver la meilleure correspondance possible, même si ce n'est pas forcément celle qui vous correspond le mieux, vous, en tant qu'éleveur de chevaux de couleur. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter avec Mathilde et si je vais conclure avec quelque chose d'actualité. Dans pas longtemps, c'est les Jeux olympiques. On sait tous que le symbole des Jeux olympiques, c'est 5 anneaux et 5 couleurs. Mais quand vous interviewez différentes personnes dans la rue, personne n'est d'accord sur la signification de ces 5 anneaux et la signification des 5 couleurs. Et j'ai envie de dire que malheureusement, aujourd'hui, les robes, c'est un peu le cas. Quand on parle de robes, il y a ceux qui parlent de robes phénotypiques, robes administratives, il y a ceux qui parlent de robes génétiques. Et aujourd'hui, la correspondance n'est pas toujours parfaite à 100%. On essaie de faire ce qu'on peut, faute de mieux. Donc voilà pour cette webconférence pour les robes.